en fait, comme Marie-France le rappelait à l'instant, je ne suis pas scientifique. J'ai un doctorat en philosophie de la Sorbonne, tout près d'ici, et je suis à la base juriste de formation. Il y en a beaucoup parmi vous qui me connaissent déjà, qui m'ont déjà entendu en plus sur le GIEC, donc rassurez-vous, je ne vais pas me contenter de répéter ce que je répète depuis déjà 5 ans. Il y a 5 ans, j'ai publié ce livre, cette critique épistémologique du GIEC, puisque je pense que dans le débat climatique, effectivement, dans ce débat climatique au sens large, il y a 2 aspects qui doivent être clairement distingués. C'est le débat scientifique en tant que tel, qui est mené, et contrairement à ce qu'on dit parfois, je trouve que nous avons le droit de nous exprimer. Je sais qu'il y a beaucoup d'outrance, il y a ces histoires de tribunaux, il y a ces histoires d'injures, etc. Mais ça, je veux dire, c'est pas propre au climat, c'est pas propre à notre époque. Il est clair que nous sommes minoritaires, y compris sur le plan strictement scientifique, mais il y a un débat, et si on regarde ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, je pense qu'on peut dire que le débat est tout de même relativement riche, à défaut d'être tout à fait équilibré. Mais donc il y a cet aspect du débat scientifique, et puis il y a un aspect de la critique du GIEC comme organisation. Alors, on m'a parfois reproché cette focalisation sur le GIEC en disant « GIEC, tout le monde s'en fout, en somme, que ce qui compte, c'est la science, est-ce que oui ou non la Terre se réchauffe, est-ce que l'homme est responsable du réchauffement climatique ?» Et finalement, le GIEC, c'est une question qui est tout à fait accessoire, ancillaire, ou dont on peut se dispenser, je dirais, de la considérer. Je ne suis pas du tout d'accord, et je donnerai après ça les motifs de ce désaccord. Alors, je voudrais commencer ce bref exposé, je vais garder un œil sur l'heure, je vais commencer ce bref exposé par un SMS. J'ai un ami dont je ne vais pas citer le nom, mais qui est un vieux compagnon de route dans la critique du GIEC, et qui m'a envoyé un SMS, il y a 3 ou 4 jours exactement, et qui me dit « Est-ce que tu ne crois pas, Drieux, est-ce que tu ne doutes pas de ce qu'il y a peut-être tout de même un fond de vérité, à certains moments, dans cette... Oh, on a enlevé la lumière, c'est dommage. Dans cette thèse anthropique. » Voilà. Donc c'est quelqu'un qui travaille avec moi sur ces questions depuis une dizaine d'années, et qui là me fait part d'une sorte de doute, en me disant « Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un fond de vérité dans cette thèse qui, au moins pendant la semaine dans laquelle on se trouve maintenant, qui est la semaine de COP21, est ultra majoritaire et dont on nous rabâche sans cesse les oreilles. » Je n'ai pas répondu à son SMS. Je n'ai pas répondu à son SMS. Pourquoi ? Je vais vous décevoir. Parce que j'en sais rien. Moi, je ne suis pas scientifique. Donc, je serais un imposteur, un peu comme ce François Gemène, qui s'est permis véritablement d'agresser un physicien. Je n'aurais pas réagi de la même façon que lui, sincèrement, parce que là, je trouve que ça avait quand même dépassé vraiment toutes les limites de ce qu'on peut accepter. Mais je ne suis pas physicien. Donc, je n'ai pas, comme Sylvestre Huet de Libération, à m'arroger une compétence que je n'ai pas, à donner des leçons à de brillants scientifiques comme Issa Narco ou François Gervais, en plus en les tutoyant, avec sa licence d'histoire, tout en s'étonnant qu'il y ait des gens qui ne sont pas scientifiques et qui, effectivement, se mêlent de la question climatique. Je ne suis pas scientifique. Pour autant, j'ai le sentiment que sur cette question du climat, on peut arriver à une conclusion sceptique, non pas par des voies scientifiques au sens strict, mais par des voies philosophiques. Alors je crois deviner qu'il y a parmi vous un grand nombre de scientifiques qui se disent, pardon, la philosophie c'est bien gentil, mais c'est quand même pas un truc très sérieux. C'est une considération que je peux comprendre, sincèrement. Quand j'ai commencé mes études de philosophie, ce qui me frappait par rapport à mes études de droit que je menais en parallèle, c'était l'absence totale de rigueur, d'une part. Et d'autre part, ce qui me frappait, c'est que la plupart de mes profs se contentaient finalement de faire de l'histoire de la philosophie. La plupart des professeurs aujourd'hui en faculté prennent un tout petit codicile de l'œuvre de Platon ou de Hegel ou de Heidegger et passent toute leur carrière à tergiverser sur la question de savoir si c'est comparable à tel auteur, etc. etc. Ça n'a évidemment, enfin c'est intéressant en soi, c'est bien de connaître les classiques du champ de la connaissance dans lequel on évolue, mais on ne peut pas se limiter à cela, ou alors on doit quitter la prétention d'ajouter finalement à la connaissance de l'humanité si on se limite à ressasser ce qui a déjà été pensé par d'autres que nous. Eh bien, pour ma part, je pense, nonobstant, tout en concédant ce que je viens de concéder, que la philosophie peut encore apporter à la connaissance humaine. Et je n'en prendrai qu'un seul exemple, qui est évidemment au cœur de notre sujet, et qui est une branche de la philosophie qu'on appelle l'épistémologie. L'épistémologie, comme le savent un certain nombre d'entre vous, et dont M. Galam dont il mentionnait le mot à l'instant, l'épistémologie est cette branche de la philosophie qui réfléchit à la question de la méthode et des institutions de la science, au sens le plus large, donc sciences exactes
et sciences humaines. L'épistémologie n'est pas une branche de la science exacte. Je veux dire, réfléchir aux méthodes et aux institutions qui nous permettent d'améliorer nos connaissances scientifiques, au sens des sciences exactes, n'est pas une question qui est ressortie aux sciences exactes. Bon, j'en viens au fait, de façon à ce que les choses soient concrètes pour vous. Le GIEC. Rendez-vous bien compte d'une chose, c'est que toute cette domination actuelle de la thèse, parfois qualifiée de réchauffiste, doit son existence même au GIEC. Le GIEC est un exemple sans égal dans l'histoire de la science, d'une organisation vers laquelle tous les regards se tournent depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis presque 30 ans, dès lors que l'on s'interroge sur la question du climat. Il n'y a pas d'exemple comparable dans l'histoire de la science. Il n'y a pas d'exemple comparable. Et donc, naturellement, si le GIEC était nu, comme on dit que le roi est nu lorsque l'on a montré l'imposture, eh bien, toute cette galaxie qui s'est agglomérée, je dirais, autour du GIEC, s'effondrerait. Alors, de quoi parle-t-on, brièvement? Moi, j'ai appris quand j'étais étudiant en droit que la nature d'un acte dépend de la nature de l'autorité dont il émane. En d'autres termes, si on a affaire à une autorité administrative, les normes qui en émanent sont administratives. Si on a affaire à une autorité qui est législative, les actes qui en émanent sont législatifs. C'est pareil dans le domaine de la science. Si l'on peut montrer... Bon, vous allez sur le site du GIEC. Qu'est-ce qu'il est inscrit sur le site du GIEC? Il est inscrit, en anglais, malheureusement pas en français, que le GIEC is a scientific body, est une organisation scientifique. On ne peut plus clair comme affirmation. L'avantage d'une affirmation comme celle-là, c'est qu'on peut la réfuter. On a là une proposition qui est vraie ou qui est fausse. Alors, si on regarde le détail du GIEC, d'un point de vue, encore une fois, épistémologique, on ne va pas regarder le contenu de ce que publie le GIEC, on va regarder son organisation, sa composition et ses compétences. Alors, je vais aller assez rapidement pour ne pas vous saouler, mais je rappelle qu'il y a 3 groupes de travail au sein du GIEC. Le premier fait la synthèse de la science du climat. Le deuxième évalue les impacts négatifs pour l'homme des évolutions climatiques observées. Et le troisième propose un certain nombre de normes pour endiguer ou pour remédier aux impacts négatifs analysés dans la deuxième partie. La composition de ces 3 groupes de travail est très simple. Premier groupe de travail, la science. L'écrasante majorité des gens qui en sont partie sont effectivement des scientifiques au sens des sciences exactes. Deuxième partie, c'est mélangé. Vous avez des scientifiques des sciences exactes, vous avez déjà des scientifiques des sciences humaines. Or, bien évidemment que quand le GIEC dit qu'il est une organisation scientifique, il se revendique des sciences exactes. Il ne se revendique pas de l'économie, pour prendre un exemple de M. Galland, ou de la sociologie ou de la science politique. Il y a cette idée véritablement de la science du climat, c'est-à-dire la science physique, la science au sens dur. Donc, deuxième groupe de travail, c'est déjà problématique. Troisième groupe de travail, vous avez en réalité une écrasante domination de gens qui ne sont pas des scientifiques au sens des sciences exactes, qui sont exclusivement, je dis domination, donc pas tous, mais qui sont pour la plupart des scientifiques au sens des sciences humaines. Vous avez par exemple un professeur, j'ai oublié de quel collège, à Oxford, qui a écrit un article en disant « Mon expérience dans le groupe de travail numéro 3 du GIEC ». C'est un pur philosophe, et donc il parle de son expérience dans le groupe de travail du GIEC. Et donc la conclusion de cette première analyse par la composition, c'est que l'idée que le GIEC serait un organe purement scientifique, science exacte par sa composition, est erronée. Elle demande en tout cas à être nuancée. Deuxième point, les compétences. Alors, première compétence, faire la synthèse de la science du climat. Hervé Letreux, qui est un physicien français éminent, membre du GIEC, a dit de façon très claire, le GIEC ne fait pas de science, en parlant du groupe 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le GIEC est une organisation scientifique, et en même temps on nous dit que le GIEC ne fait pas de science. Ça paraît complètement contradictoire. Ce que voulait dire en fait monsieur Letreux, c'est que même le groupe 1, ce qu'il fait, c'est résumer la science du climat. Donc résumer des articles publiés dans des revues préalablement sélectionnées par le GIEC, mais au terme de travaux qui ne sont pas réalisés au sein du GIEC. Il n'y a pas de laboratoire, en clair, au GIEC, qui est basé à Genève. Et donc la première compétence, elle n'est scientifique que par extension ou par emprunt, d'une certaine façon par abus de langage, puisque si on ne fait pas de science, on n'est effectivement pas scientifique au sens strict, on l'est peut-être au sens large. Alors là où ça s'aggrave, c'est évidemment avec le deuxième groupe de travail, puisque la nature, elle n'est ni positive ni négative par elle-même. Pour dire que des impacts sont négatifs pour l'homme,
il faut nécessairement procéder à un certain nombre de jugements de valeur. On ne peut pas dire qu'une chose est négative ou positive dans l'absolu, elle ne l'est que par rapport à un certain nombre de jugements de valeur. Et donc, naturellement, toute la deuxième partie des rapports du GIEC du point de vue de la compétence nous fait complètement sortir du champ de la science, puisqu'ici, par définition, on a affaire à des jugements de valeur. Je voudrais quand même que vous compreniez bien cette différence. Ça remonte à l'époque de David Hume. Dès lors que vous sortez de la description de ce qui est pour rentrer dans la prescription de ce qui doit être, vous sortez du champ de la science et vous entrez dans le champ de la politique au sens strict. Troisième partie, c'est la plus intéressante. Ces 1000 pages dans le dernier rapport du GIEC, sur les 3000 pages, ce sont les normes qui sont recommandées par le GIEC. Donc ce ne sont pas des normes obligatoires, mais elles sont recommandées par le GIEC pour endiguer les impacts négatifs qui ont été préalablement observés. Alors il y a tout un débat par rapport à ça. Le GIEC nous dit ce ne sont pas des normes véritables, puisqu'elles ne sont pas obligatoires. Elles ne sont que recommandées. Mais on sait, depuis les travaux, par exemple, de Kelsen, et c'est une question qui est purement logique, donc elle ressortit aux catégories du raisonnement, ce n'est pas une opinion, que pour formuler une norme, il faut des constats d'être, en disant voilà les choses comme elles sont, mais il faut aussi évidemment des jugements de devoir-être, encore une fois des jugements de valeur. Il n'y a pas de norme formulée, fût-ce à titre propositionnel, donc de recommandation, comme prétend le faire le GIEC, qui ne comporte pas et qui ne repose pas nécessairement, je dirais, sur des jugements de valeur. Et donc là, on constate que du point de vue de ces compétences, seule la première compétence est scientifique, science exacte, et encore ne l'est-elle que par extension, les deux autres ressortissent à la politique au sens strict. Je veux être clair par rapport à ça. Nous sommes à ce point dominés en période de COP21 par le discours ambiant. Moi, je lisais encore des articles dans la presse anglo-saxonne de ce matin en disant les sceptiques, nous, on ne les écoute plus. Ils sont ultra minoritaires, ils sont en voie de disparition, et de toute façon ils sont financés par le pétrole, etc. etc. Ou alors on les présente comme des lunatiques, des loups, comme on dit en anglais. Je veux dire, vraiment des gens totalement imbuvables et infréquentables. Mais je voudrais quand même signaler que la troisième partie des rapports du GIEC, que moi j'ai lu intégralement, je me souviens c'était l'été, pas dernier encore l'été auparavant, j'étais aux États-Unis, je l'ai lu, je l'ai vraiment étudié. C'est une partie qui ne se contente pas de formuler des normes au hasard, c'est une partie qui en réalité fait l'apologie d'une idéologie bien précise et qui est la décroissance. Je ne sais pas si vous savez, la décroissance pour nous l'Occident évidemment, donc les autres ils ont le droit de croître un tout petit peu pendant quelques années et puis ce sera terminé pour eux aussi. La décroissance. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la décroissance, vous le savez naturellement, c'est effectivement une idéologie qui est ultra minoritaire. Les écologistes, c'est la deep ecology comme on dit. Les écologistes en France ils pèsent combien? Au dernier scrutin, 5%. Bon, ici, le rapport du GIEC, avec cette influence planétaire qui est la sienne, consacre au nom de la science ce qui est une idéologie ultra-minoritaire et qui est l'idéologie de la décroissance. Le raisonnement, c'est très simple, c'est de dire qu'il faut que l'Occident décroisse en consommant moins, en émettant moins de CO2, que les autres fassent un peu de rattrapage et qu'ensuite ils arrêtent également leur croissance économique. Et donc, mesdames et messieurs, parmi vous, il y a sûrement des qui ne sont pas sceptiques, mais si vous êtes sceptiques, une recommandation que je pourrais vous faire à ce niveau, c'est ne vous laissez pas impressionner. C'est vrai que nous sommes relativement minoritaires pour le moment, mais quand vous avez affaire à des rapports qui, au nom de la science, consacrent en réalité, pour des raisons conceptuelles que je viens de vous dire, ils se sont donné la possibilité de consacrer des jugements de valeur, donc de l'idéologie, et qu'au nom de cela, ils consacrent non seulement de l'idéologie, mais une idéologie ultra minoritaire, qui est en réalité une idéologie qui est ressortie à la deep ecology, l'écologie profonde, et qui est la décroissance. Ne vous laissez pas impressionner. Dire que les jeux sont faits, dire que c'est la science qui parle, tout cela est faux. Il faut l'accepter, c'est faux. Alors nous sommes minoritaires, il y en a d'autres avant nous qui l'ont été dans d'autres secteurs, et qui néanmoins ont fini par emporter l'argument. Alors, dernier point sur le GIEC en tant que tel, le fonctionnement. Je vous ai dit composition, compétence, fonctionnement. Le fonctionnement dans une institution, quis iudicavit. Il y a un grand théoricien du droit et des normes qui s'appelle Carl Schmitt qui a dit à la fin, quand on regarde une organisation, c'est compliqué, la question à poser c'est qui décide? À la fin, qui décide? Il y a des scientifiques, sciences exactes, sciences humaines, à la fin, qui décide? Alors, posons la question dans le cas du GIEC, il suffit d'aller voir les principes du GIEC, article 11, qui dit qu'à la fin, c'est l'Assemblée générale qui décide. L'Assemblée générale, mesdames et messieurs, du GIEC est composée dans son écrasante majorité de fonctionnaires et de gens qui sont nommés par les gouvernements sans que le GIEC ne prenne même connaissance des credentials, comme on dit en anglais, donc des références scientifiques. Ce ne sont pas des scientifiques. Et donc, ceux qui décident à la fin qu'un rapport peut être estampillé GIEC sont dans leur écrasante majorité des gens qui ne connaissent rien à la science. Et donc, encore une fois, ne vous laissez pas impressionner,
que ce soit sur le plan des compositions, des compétences ou du fonctionnement, cette idée qu'en aucune façon le GIEC incarne la science est une idée erronée. Donc c'est une erreur, disons. Quand c'est une erreur volontaire, évidemment, ça s'appelle un mensonge. Bien. Alors vous allez me dire, bon, mais c'est très bien, hein, ce que vous nous dites. Nonobstant le GIEC, il est là, ça fait 30 ans, et ça ne cesse de s'aggraver. La domination, je veux dire, on peut se dire qu'effectivement, la COP21, on dit... Bon, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Si vous voulez, donc nous, les Européens, on est gentils. On se tire le débat dans le pied tout le temps. Ça fait 20 ans qu'on prend des normes dans le domaine de l'énergie. Si on regarde les Allemands, par exemple, qui sont véritablement handicapants. Les États-Unis, c'est déjà un peu différent. Ils sont un peu plus réticents quand on touche à la croissance économique. Ils sont déjà plus réticents. Dans le reste du monde, ils sont encore plus réticents. Des pays comme l'Inde ou la Chine, par exemple, ne sont pas du tout prêts à céder aux sirènes de la deep ecology. Et par conséquent, j'étais à Oxford il y a 2 mois. Et je me suis intéressé en fait à ce qui est l'un des... Parce que la COP21, il ne commence pas à travailler le premier jour, évidemment, il travaille déjà depuis longtemps avant. Je me suis intéressé à l'un des think tanks, véritablement, de la COP21, qui est la Oxford Climate Policy, qui est un groupe financé par une série de gouvernements européens, hein, les usual suspects, la France, l'Allemagne, la Suède, enfin, tous ceux qui croient à fond à l'écologie. Et ce sont des gens qui travaillent effectivement aux moyens à mettre en œuvre, si vous voulez, pour implémenter les rapports du GIEC. Alors, c'est ça en fait qu'il faut aller regarder. Il faut aller regarder la vérité. Bon, là maintenant vous ouvrez un poste de télévision, enfin il y en a parmi vous qui font certainement des études de fond, vous voyez Fabius et d'autres qui vont parader, mais la vraie question... 3 minutes ? Putain. La vraie question, c'est évidemment, la vraie question c'est de savoir à la fin ça va tomber sur quoi. Eh bien je peux déjà vous le dire, c'est très simple, si vous aviez été voir ces documents, c'est comme moi, ça va tomber sur le fond vert. En réalité, ce qu'on va faire c'est idéologie contre argent. On va dire à ces gens... Donc, je vais terminer avec ça. On va dire à ces gens, donc l'Inde, la Chine, etc., eh bien écoutez, vous allez acheter notre idéologie, vous allez continuer à croire au GIEC, ses rapports, les émissions, vous allez continuer à croire ça, et en échange, on va vous donner de l'argent. Pas un petit peu, hein, on va leur donner 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Et donc, ce sur quoi travaillent les think tanks de la COP21, comme la Oxford Climate Policy depuis 6 mois ou 1 an, ou depuis en fait la COP20, c'est comment faire en sorte de soustraire cette espèce de captage massif de la richesse de l'Occident aux contribuables, en soustrayant donc ce captage aux procédures démocratiques normales. Parce que ce que veulent ces gens, c'est que l'Occident s'engage sur des périodes de 20, 30, 40 ou 50 ans à 100 milliards par an, sans que naturellement les démocraties et donc les parlements nationaux ne puissent changer d'avis dans 2 ou 3 ans. Ce qui est quand même assez choquant, me semble-t-il, par rapport au fondement même de notre démocratie, par rapport au fondement même, finalement, de ce qui est notre civilisation. C'est le droit d'avoir un regard sur ce que l'on fait avec la richesse que nous créons. Donc, mesdames et messieurs, je vais terminer. Oui, je vais terminer. Non, mais c'est un sujet intéressant, je crois que... J'ai pas fini. C'est effectivement un sujet intéressant. On peut pas nier que... Non, mais comme l'a dit un autre, M. Gallem, intellectuellement, c'est effectivement un sujet intéressant. Et donc, ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, à la fin, c'est que pour des motifs scientifiques, me disent mes amis scientifiques, je leur fais confiance, donc, mais je suis ignorant, donc j'en ai fait l'aveu au départ, et pour les motifs philosophiques, épistémologiques que j'ai tenté de vous exposer, je vous dirais la chose suivante, et ça n'engage que moi, c'est que nous avons beau être minoritaires pour le moment, à la fin, nous allons l'emporter, parce que l'incarnation de la raison dans ce débat, c'est nous. Merci.